flashy father, his attractive wife, and their 2 dedicated sons. The Kinds live like kings of the castle. But is it all for show? The house, it just wasn't big enough for everybody. And when one family member winds up dead, everyone is a suspect. This was almost like a short story that somebody would write. There are a lot of unanswered questions. There is a man screaming, "Help, help me." 2 different 911 calls and just 1 killer. About halfway down Florida's Gulf Coast is a sunny little town called Seminole. It's just 12 miles from St. Petersburg, but a world away from your touristy types and spring breakers. It's very quiet, very well kept, just a really nice family area. Every house had 2, 3 kids in it. So it was like the little rascals running around the neighborhood all the time. Even in a town so serene, accidents do occur. Anytime there's trouble, the Kind family comes together to pick up the pieces. Okay, guys. Oh, here we go. All right. Okay. All right. Close. It's patriarch William Kind's business to keep his house on Old Canyon Drive looking great. William works in real estate, so he knows the importance of curb appeal for a home. William projects some confidence. He's owned businesses and properties. Working alongside his wife, Diane, William is more grateful than ever he decided to lunch at Spato's Steakhouse 10 years ago. Spatos! The Kinds regularly dine there to reminisce about that day newly widowed William first laid eyes on an intriguing stranger. He observed through the window this blonde woman working in a nail salon next door. Beautiful lady, beautiful face. She always had... Lovely Diane is bewitched by the lavish lifestyle William provides for her and her son. Those long work days at the nail salon are a distant memory, and she intends to keep it that way. They both drove nice cars. He had a Harley bike. They had their toys. William wears a little bit of jewelry. He would appear, if you saw him in a crowd, like a guy who had a little bit of a change in his pocket. Appearance is critical to everyone in the Kind family. On this Father's Day, William is anxious to get back to work, fixing up his temporarily tarnished front yard. Little does the family know, in a few short weeks, the Kind name will be permanently stained in blood. Lucky for William, Diane's strapping son, Kevin, is happy to help his stepfather with all the family projects. Good. Okay, now hold that. The 23-year-old appreciates everything his stepfather has done for him over the years. William accepted Diane and her son as a unit. He was doing everything he could to be a father to her son. He raised him as though he was a member of the family. On his 18th birthday, Kevin showed his thanks in a big way. As a way of bonding with his stepfather, Kevin changed his last name to Kind.
But those family bonds might be a little too tight. After high school, Kevin elected to stay home with his mom and stepdad rather than go to college. Kevin was not particularly intelligent or driven. I don't mean this in a derogatory way, but definitely not the type of guy that would pursue an astrophysics degree. William was one of his primary supporters in terms of trying to help get him on his feet. Kevin is thankful for the support, and the young man works hard to show his gratitude. But he always seems to be eclipsed by William's biological son, Jeremy, who's reaching for somewhat higher goals. Jeremy idolized his father. He went into some of the same businesses. He was looking forward to starting his own home and growing his own family. Jeremy kind of follows in his dad's footsteps in the housing market. He has his own company, a construction company, trying to make his way. Like his father, 32-year-old Jeremy's been riding the Florida housing wave. Throughout the 2000s, his small construction company has more jobs on the calendar than he can handle. Lucky Boy seems to be on the fast track, living a comfortable life with his girlfriend Tina. And if there's any tension between him and his less ambitious stepbrother, they know better than to show it. Yes, all the Kinds are doing just fine. But even now, the family's forecast is starting to darken. They've grown accustomed to extravagant spending, but the cushy life is about to take a harsh turn. The real estate market has been in a very tough period. There's been a lot of people making good livings who all of a sudden are not making good livings, and it's a very stressful time, I think, for everybody. And when the Kinds start feeling the pinch, the family's rough edges sharpen. When everybody's fat and money's rolling pretty good, troubles seem to be a lot less. Stresses in the family can be masked or forgotten. When money dries up, people start getting on each other's nerves. For nearly a decade, the Kind family of Seminole, Florida, has been living a charmed life. Expensive cars, lots of cash. This blended family seems to have it all. But when long-gathering clouds wash out the Florida real estate market, the Kinds suddenly find themselves counting the pennies. When the housing market collapsed in Florida, it hurt a tremendous amount of people throughout the state. That's just ridiculous. Most people here are like really underwater on their mortgages. You know, that changed probably millions of people's lifestyle in this state. With patriarch William selling real estate and elder son Jeremy building houses, the Kind family is poorly positioned to weather the storm. Diane offers to chip in by starting her own home business. She was reselling items, buying and reselling off eBay. She had boxes of things around the house to store them. She filled up a couple of rooms with merchandise, which also makes you wonder about the comfort level of sharing a house with your husband, a son, and a room or two filled with eBay merchandise. And things are only going to get tougher. The life William and Diane built together is about to go bottom up, as both their sons find themselves in serious trouble.
Kevin always seems to have a headache and stops doing odd jobs for his stepfather, William. He says the pain makes it impossible for him to work, but Diane isn't buying it. He was a 23-year-old guy just living in their house and doing his own thing. They were pretty much sick of it. Real or not, Kevin's headaches keep him out of work for weeks. Finally, William loses his patience. Why can't Kevin be more like his hard-working stepbrother, Jeremy? Jeremy's out working. He's out hustling. He's trying to make things happen. William is a little disappointed that Kevin doesn't have that same drive or work ethic that Jeremy has. William trying to be supportive to his wife, but clearly it was getting under his skin. Finally, William lays down some tough love. He tells his stepson, Kevin, get a job or get out. And to Kevin's utter disbelief, his doting mom sides with her husband. They want him to move out and make it on his own, as all parents want. Diane, loving her son, but wanting to keep her marriage happy too, was just giving him an ultimatum. And when the month is up, with no new job, William makes good on his threat. Kevin asks his mother to reconsider, but Diane stands firm. It was a difficult decision for Diane to have to choose to kick her own son out of the house just to help him grow up. Who could have known this family rift would mark the beginning of the end? After Kevin's evicted from the house, a short time later, Jeremy falls on hard times and asks that he can move back home. Along with girlfriend Tina. William takes back his own son, Jeremy. He comes in a little financial difficulty. And Kevin did seem kind of pushed to the side. He's so used to being coddled that someone else pushing him out just kind of threw him over the edge. If I was Kevin, I think I'd have a little bit of animosity. The idea, well, I can't stay because it's financially difficult, but yet you're bringing other people in the house. After moving out of the house, Kevin's headaches become even more intense. Turns out he wasn't exaggerating. He's got a brain tumor. It was found to be benign. However, it did have to be removed surgically. He was scared when he found out about the tumor. He was very nervous when he went into surgery. I thought that they weren't going to be able to remove it. Thankfully, the operation is a success. He showed me pictures of his stitches. It was a nice, decent scar. I was relieved when I found out that everything was okay. Diane is now racked with guilt. Had she kicked her son to the curb when he needed her most? He really had a physical ailment that caused him not to be able to work, not just being lazy. Diane lets Kevin come home to rest and recover. Diane wants Kevin to move out and be on his own, but also she's the mom who will take her son back when he's in need. For a brief moment, calm returns to the Kine home. But this is just the eye of the hurricane. With the whole family under one roof, pressure starts to build. Tensions are high, and even little minor things that would normally be ignored are now very remarkable. You have that many people living under the same roof, you're going to be stepping on each other. More mouths to feed,
There were not enough bedrooms. There wasn't a lot of space for the whole family to be there. There was not only many people and many animals, but many types of animals. And the 2 Yorkies, the bird, Jeremy and his girlfriend, Kevin, Bill, Diane. So it was a pretty crowded area. 2 months after Kevin's brain surgery, all is quiet in the Kynes neighborhood. Until a truly bizarre spectacle shatters this perfect picture forever. Very lazy, quiet Sunday afternoon. And I see someone come up the walk I don't recognize. I think this man's in his underwear. Oh my, what are the neighbors to think? And he yelled something into the door, and I wasn't really sure. It sounded like call 911. 911, is this the fire, police, or medical emergency? There is a man screaming, help me, please, somebody call 911. I looked up, and here's Kevin. He's standing there in his boxer shorts, all sweaty and haggard looking. His neck has abrasions on it that aren't like a scratch. It's more like an Indian burn, the red dot, dot, dot. And he's not really making full sentences. So what's going on? What can I do for you? The young man's response will shake this sleepy town to its very core. He said, please help. My dad killed my mom, and now he's trying to kill me. In the bedroom and noticed his mother looked very odd. Her face was blue. Kevin says that as he stood in the doorway, his stepfather struck. Bill came up behind him, wrapped his arm around his neck, and began to choke him. His father was trying to kill him. Kevin got away, and the next thing I know, he's knocking on our door. Minutes later, first responders charge through the Kynes' front door. They're expecting to find a homicidal lunatic. Instead, there's William, waiting like an obedient schoolboy, and he's got his own story to tell. As we entered the home, the husband indicated that his son had just done this. He directs everyone to the guest bedroom. It kind of looked like the sheets and covers were maybe a little bit out of order, but it didn't look like there was a major struggle. The marks on her neck would be consistent with somebody that was strangled. Diane Kyne is pronounced dead, while oddly, her husband sits alone, minding his own business. He was just very quiet. It was several minutes after the fact that he had asked if she indeed had passed away. We unfortunately had to tell him that she had. We didn't get the outward pouring of emotions that we would typically expect. It was too quiet for what had just happened. Detectives arrive and try to make sense of the scene. They can see there's a struggle. There's some knocked over lamps, some furniture, and there is some blood on her leg and on the comforter. But does the blood belong to the victim or the attacker? And more importantly, is William Kyne the killer or a witness? A call to dispatch fails to clarify the situation. They'd gotten 2 separate 911 calls. The first from Kevin, blaming William. The second from William, blaming Kevin. 911, is this a police, fire, or medical emergency? Oh, my son just killed my wife.
Tell me exactly what happened. I don't know. Where is he? He ran outside. This was almost like a short story that somebody would write. You've got one house, you've got one victim, and two suspects in the house. Who did it? It's odd indeed that William seemed frantic on the phone and is so calm in person. Time for a little chat with the accused. He appeared to be certainly dazed by the experience, yet very socially fluid. He talks easily, he's articulate, comes across as confident and self-possessed. William says that Kevin goes to say something to Diane, who's in her bedroom. And there's some kind of an argument, but he didn't really think that much of it until there's a lot of quiet. Almost too quiet. William says he then dashed for the bedroom. He says that's where he finds Kevin on top of Diane, his hands around her neck. He then gets him off her. He said they then start fighting. Kevin manages to break away and flee. William calls 911 from the kitchen and waits for help to arrive. Detectives are incredulous. What kind of husband retreats to another room instead of staying with his injured wife? The fact that William called 911 before going back to check on his wife, and the fact that he didn't go back when the paramedics were there, certainly raised some eyebrows. Of course, that doesn't mean young Kevin's off the hook either. But where could he be? I saw the paramedics and shortly after the police, and I said, do you think I should let them know he's here? You know, because they're going to be looking for him. And so I just walked over, and when I told the police officer, they pretty much just brushed past me and hurried over to the house. That's where they find Kevin, waiting nervously in borrowed clothing. They came right over and basically just grabbed him, handcuffed him, and just frog marched him out of there. We were like, this kid is telling me that his dad killed her. Why are you doing this to this kid? As detectives investigate the Diane Kine murder scene, they turn to the neighbors for some insight into the Kine family. That's when they discover an ominous secret hiding on Old Canyon Drive. We were walking, Wendy and myself, with the two detectives, and just kind of made an offhand remark. You know, strange that another woman has died in this house, and the one detective said, "Are you kidding me?" By insurance, I think there was an insurance settlement. Now, after the murder of wife number 2, neighbors don't know what to believe. Down at the station, Kevin Kine admits that his relationship with his mom, Diane, had recently become strained. Things got so bad that Diane and her son were often communicating through emails. She very pointedly tells him, look, you need to get your act together and basically get out of the house and, grow up. That wasn't well received by Kevin. In an email, Diane says to Kevin, "You'd better figure out a better way of life for yourself. I'm not going to have you, or anyone for that matter, slamming doors and throwing your weight around under my roof ever again." So obviously things are getting to a pretty tense point. The process begins with Kevin. He
request a polygraph, and the polygraph test is administered. Just when you think that the narrative doesn't make any sense, Kevin passes a polygraph. Detectives are shocked. The fact that Kevin, young man, probably his first polygraph, gets in there and takes a test with some very obviously pointed questions about his participation in the death of his mother, and he's able to pass it by a seasoned examiner. That would have caused me to have real doubt as to Kevin as a suspect. Kevin, in a really unusual move, is released, and it's not because he puts up a bond. He's released on his own recognizance, meaning he has no bond whatsoever. At that point, the whole neighborhood were like, what's going on? You got suspect A, you got suspect B. How hard could this be? Harder, it seems, than it looks. Investigators urgently need to talk to William's biological son, Jeremy. As somebody who lives in the house, police obviously want to talk to Jeremy. An hour after the attack, the elder kind boy returns to the scene of the crime. Jeremy claims he's been out shopping with his girlfriend and tells police he knows nothing about the day's tragic events. This crime occurs only when they're gone. How convenient could it be a coincidence that they were gone, or was it something that was set up? Jeremy lives in this home. Both William and Kevin do not indicate that there's a third person there. But that doesn't mean that Jeremy could not possibly be involved. Could the number one son be a third suspect? Jeremy's alibi with his girlfriend was immediate concern for elimination purposes. Investigators looked for whatever they could find to corroborate that he was where he said he was at the time of the death. Jeremy also claims that Kevin and Diane's frayed relationship was becoming downright unhinged in the days leading up to the murder. In interviewing him, you would also have to have in the back of your mind that whatever Jeremy is telling you, he is going to be supportive of his father. So thereby, you got this polarization again, Jeremy with the father, and now you've got Kevin pretty much out there all on his own. Did somebody indicate to Jeremy, hey, now would be a good time for you to go, to the store with your girlfriend and stay out of here for, an hour or two? Meantime, investigators re-interview William Kine. William was upset when Kevin was released. He felt like the questions started getting accusatory towards him. Then all of a sudden, William feels like he's the one who's the suspect. And not without reason. William did have a $500,000 life insurance policy on Diane. Just like the policy he had on his first wife. Now that's a little problematic. It somewhat tips the scale, indicating that William may be a hotter suspect than Kevin. The case seems to swing back and forth like a pendulum. And crime scene DNA results swing even further away from Kevin. They found DNA on Diane Kine's neck area that was consistent with the DNA of William or a male member of his family. That would put William and Jeremy as being the likely suspects of transference of skin tissues around her neck.
That DNA evidence was not placed there by Kevin. He's not a biological member of the family. It's compelling evidence, but hardly enough to ensure a conviction. William Kine and Diane Kine, they're married. They share the same bed. So it's really not unexpected that DNA from one would be found on the other. So who really strangled Diane Kine? Did William do it for the cash, desperate to maintain his high-rolling lifestyle? Did Kevin truly seek revenge after his own mother gave him the boot? Or is cash-strapped Jeremy in on Dad's plot to frame his slacker stepbrother? Finally, after months of stalemate, detectives make an incredible discovery. The investigators at this point went through a very detailed and specific re-examination of everything that had been collected on the crime scene, including photographs. And at some point, they realized that there was blood on Diane's leg and on the bedspread. Initially, the crime scene crew assumed it was Diane's. But with the case at a dead end, investigators take a second look. Photographs taken by the crime scene technicians led them to say, you know what, let's look at that. Maybe that's not her blood. Shortly after the murder of Diane Kine, detectives in Pinellas County, Florida, still have 3 suspects. Her husband, William, her biological son, Kevin, and her stepson, Jeremy. For a time, it seemed as though nobody was going to be charged because these possible suspects almost canceled each other out. Finally, one name is eliminated. Jeremy Kine's alibi is confirmed. Investigators looked for whatever they could find to corroborate that he was where he said he was at the time of the death. Jeremy was telling the truth. They were able to collect evidence that indicated that at the time the incident occurred in the house, they were in the store and shopping for whatever period of time. With Jeremy cleared of any involvement and without enough evidence to arrest either remaining suspect, the investigation stalls out. The case seems to hang for a period of time in this perfect balance. The only people who were there, each could have a motive for wanting Diane dead. One perhaps has financial motives. The other is more emotion-based. Each has a plausible reason, and each has a plausible out. That is, until the results come back on the blood specks found near Diane's dead body. The lab analysis was that that blood belonged to Kevin. But Kevin had claimed he was not in the bedroom. This is somebody who says he's never in the bedroom. How did his blood get on her leg? How did his blood get on her bedspread? Could Kevin have discharged the spray of blood when William tried to pull him off Diane and knocked him in the nose? It's just the physical evidence police need. Kevin is formally charged with first-degree murder. At trial in 2012, the state's case is simple.
Mr. Kine, you're charged with murder in the first degree. There's no bond set. The phrase that the prosecutor used was this was the baby bird that would not leave the nest. He wouldn't stand on his own, and a lot of anger built up, and ultimately the anger boiled over. I thought in the courtroom it was a pretty significant moment when they mentioned Kevin's blood being found on Diane's body in the bedroom that Kevin said he had never entered. There was some attempt to explain that by saying, hey, they lived in the same house, you know, he could have cut himself, they brushed against each other someplace else in the house. But it's a tough sell. Kevin's blood, Kevin's DNA on Diane proved to be a rather damning piece of evidence. I mean, if you have DNA evidence, then that would finally trump the competing speculations about who might have had the greater motive for Diane to be dead. Kevin's defense team offers an alternate theory. They suggest William Kine framed Kevin and got away with murder. Kevin's defenders say that's eminently possible because Kevin was easily frameable. But it seems like an odd way to go about it, to strangle your own wife and then immediately assault your stepson, who, after all, is going to be a witness against you. In the end, the blood evidence outweighs Kevin's polygraph. Did he pass it because he's innocent? Or did he pass it because, as his stepfather suggests, he's just unstable enough to believe it? Kevin Kine is convicted of second-degree murder and sentenced to life in prison. If Kevin had been convicted of first-degree murder, he would have been sentenced to life without the possibility of parole. That's the only sentence he could have gotten. He was convicted of second-degree murder, so that left the judge with some discretion. Under the circumstances, he could have sentenced him to as little as 24 years in prison, or he could have given him the maximum of life in prison, the same as if he'd been sentenced to first degree. So the judge chose the maximum in that range. When the judge sentenced him to life in prison, he said, Kevin probably is otherwise a good kid who snapped and committed what unfortunately is one of the ultimate crimes in our society. I feel that my heart was just ripped apart when I found out that my friend Kevin was going to spend the rest of his life in jail with no chance of parole at all. Every time that we would write letters, he would always sign his, I'll be out soon, I can't wait to see you. It didn't seem fair to me that Bill was only investigated for a short period of time, even though that he collected the life insurance. There was nothing there for Kevin. Why would he want to kill his mom when he gets nothing out of it? William Kine said that he thought this was an appropriate sentence, that it was the right thing to happen. There were, though, family members on Kevin's side who were very upset and appalled and really just never believed this would happen because they believe he's innocent. Le soleil de la fin de l'aide frappait fort en Louisiane. CE 23 out 1912. Lorsque le petit Bobby Dunbar, alors âgé de 4 ans, disparut sans laisser de traces, c'était un enfant joyeux. Un visage rond, des yeux pleins de curiosité. Et des rêves aussi vastes que l'horizon du sud des États-Unis, si matin-là. Comme tant d'autres avant lui, Bobby jouait près du lac Swayze. Avec sa famille toute autour, mais en une fraction de seconde. Tout changea, le monde s'effondra pour ses espérances. Et d'une angoisse indescriptible envahit la petite ville de Saint-Landry. La disparition de Bobby Dunbar ne tarda pas à faire les gros titres des journaux. Des recherches intenses furent immédiatement lancées. La communauté locale se mobilisa, et bientôt,
la nouvelle de cet enfant perdu s'est répandue à travers tout l'État. Les autorités et les volontaires quadrilleront les bois, fouilleront les marais, scruteront le moindre recoin du pays. Mais aucune trace de Bobby, le silence devint lourd. Écrasant, tandis que ses parents, distraits par la douleur de l'incertitude, cherchaient désespérément des réponses. Puis, après 8 mois de recherche incessante, un éclat de lumière apparut, un homme, un vagabond du nom de William Walters, fut arrêté en relation avec un enlèvement présumé. Il semblait avoir emmené Bobby à travers la frontière de l'État, dans le Mississippi. Et alors, comme un miracle, un enfant fut retrouvé, mais ce n'était pas un enfant quelconque. Il portait un nom, Bobby Dunbar. La joie des parents Dunbar semble démesurée, mais sous cette joie se cachait une lourde question. Est-ce réellement leur fils retrouvé après 16 mois de tourments? L'enfant avait-il été capturé et ramené comme le disait la loi? Ou l'affaire cachait-elle une vérité plus sombre, plus tordue que toutes ces qu'ils avaient imagine? Bobby Dunbar fut donc présent à la presse comme l'enfant retrouvé, mais quelque chose clochait. L'enfant semblait différent, et ses parents, pourtant remplis de bonheur, taillant aussi plongés dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le visage de l'enfant qui s'était né devant eux ne correspondait pas totalement à celui qu'ils avaient vu grandir. Les traits étaient plus fermés, plus matures, comme si le temps avait fait son œuvre d'une manière étrange. Trop rapide, l'incertitude s'immisça lentement dans l'esprit des Dunbar. Avait-on vraiment retrouvé leur fils, ou bien un autre enfant? Échappé des griffes du même ravisseur, les tests de comparaison n'existaient pas comme aujourd'hui, mais une autre épreuve, plus humaine. Se fit sentir. Les parents de Bobby se mirent à observer ces garçons retrouvés sous tous les angles. Mais la réalité, aussi douloureuse soit-elle, émergea quelque chose clochait. Les traits physiques de Bobby Dunbar ne correspondaient pas tout à fait à ceux de l'enfant disparu. La couleur de ses yeux, la forme de son visage, sa façon de sourire. Ils commencèrent à se demander, si garçon, si Bobby Dunbar retrouve, était-il réellement leur enfant? Les interrogations grandirent, mais le verdict juridique tomba. Cet enfant était bien Bobby Dunbar. Il avait été kidnappé par William Walters. Et la loi le considérait désormais comme retrouvé, sain et sauf. Pourtant, l'écho des doutes ne cessait de croître. En 1912, dans cette époque sans ADN, sans moyens scientifiques de vérifier une telle identité, les vérités de la justice étant souvent fondées sur des indices circonstanciels. Et si verdict, annonce si rapidement. Semblait déroutant, des rumeurs se mirent à circuler parmi la population locale. Certains commencèrent à s'interroger, et si cet enfant n'était pas Bobby Dunbar. Et si un autre, pris dans les mêmes circonstances, avait été mêlé à cette tragédie, les années passeront. Mais l'histoire de Bobby Dunbar ne cessa de hanter les mémoires. C'était comme une tache indélébile. On question laissée sans réponse après la fin de l'affaire. Bobby Dunbar grandit, se maria. Eut des enfants, mais l'ombre de s'y passe une certaine planète toujours. En 2004, près de 9 ans après la disparition, un test ADN bouleverse à tout. L'enfant retrouve. Cet homme aujourd'hui âgé n'était pas Bobby Dunbar. Les tests confirmeront que l'enfant retrouve, malgré son identification initiale. N'avait pas les mêmes gènes que les parents Dunbar. Le monde fut sidéré. Bobby Dunbar, le petit garçon perdu, était peut-être mort depuis longtemps. Le mystère. Lui n'avait toujours pas de réponse complète. Mais il souligna une vérité simple. Parfois, la vérité est plus étrange, plus complexe que ce qu'une société prête à croire. L'identité d'un enfant qui semblait être le centre d'un véritable conte de faits retrouve.
C'était en réalité égaré dans les méandres d'une époque où les erreurs d'identification étaient courantes. Cette histoire tragique, où le manque de preuves scientifiques se plonge une famille entière dans l'incertitude, est devenue l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle américaine. L'espérance de Bobby Dunbar, Hughes, n'auront jamais vraiment de réponse, seulement des souvenirs d'un enfant qui n'était plus là. Et d'un garçon retrouve, mais il peut toujours marqué par le doute. Lorsque l'histoire de Bobby Dunbar commence à prendre une tournure de plus en plus sombre, la famille se retrouve prise dans un tourbillon de contradictions. En 1912, l'époque était marquée par un manque cruel de technologie pour confirmer une vérité que l'on croyait indiscutable. Le test ADN, aujourd'hui si essentiel, n'existait pas, et les méthodes d'identification reposaient presque uniquement sur les témoignages, les suppositions et parfois la simple intuition humaine. Mais rien dans le comportement de Dunbar, rien dans les témoignages des proches ou des experts, ne semblait être suffisant pour apaiser les tourments de la famille. Les mois suivant la retrouvée de Bobby furent teintés de silence. Un silence lourd, comme une échappée de plomb. L'espérance de l'enfant, si heureux de le retrouver, se retrouvaient de plus en plus isolés dans leur joie, comme si une ombre persistante se glissait dans la lumière de leur bonheur. D'abord, les émotions de l'enfant semblaient plus vives que ce qu'ils avaient connu avant sa disparition. Il paraissait plus adulte, moins fragile. Son regard un peu trop grave pour un enfant de son âge. Il y avait quelque chose de plus mûr. De plus inquiet dans ses yeux, et si petit détail troubla les Dunbar. Mais il était trop tard pour revenir en arrière, les voix qui murmuraient. Les rumeurs qui circulaient parmi les voisins et la communauté ne firent qu'intensifier leur incertitude, et si ce n'était pas lui, se demandaient certains, cet enfant, malgré les apparences, pourrait-il être un autre? Mais si ces questions resteront suspendues dans l'air, étouffées par la peur de remettre en question une vérité qui avait été proclamée avec tant d'assurance. Pourtant, les parents Dunbar ne pouvaient ignorer ce malaise grandissant. S'il n'était pas leur enfant, s'il n'était pas le Bobby qu'ils avaient connu, si garçon qui se tenait devant eux était plus que le reflet d'un jeune garçon kidnappé. C'était l'image d'une tragédie en devenir, d'une vérité qui allait se disloquer. Derrière cette tranquillité apparente, un autre drame se tissait, tout aussi insidieux. Les questions sur l'identité du garçon retrouvent se firent plus persistantes, bien que les autorités, les enquêteurs et les médias ayant fait tout ce qu'ils pouvaient pour clore le dossier. D'autres voix s'élèveront pour remettre en question la vérité qui avait été établie. Les témoins, souvent des membres de la famille élargie de Bobby, commenceront à raconter une autre histoire sur ce qui avait vu l'enfant avant sa disparition environ. Avec effroi que le visage du garçon retrouvé n'était pas celui de Bobby. Les similitudes physiques étaient là, bien sûr. Mais au-delà des apparences, quelque chose ne collait pas. L'un des témoignages les plus frappants fut celui d'un cousin de Bobby, qui, en regardant l'enfant retrouvé, se souvint d'un regard qu'il n'avait jamais vu chez son cousin. Une sorte de distance, de froideur qui tranchait avec la vivacité d'esprit et l'énergie débordante de Bobby. Si témoignage, bien que faible en preuves matérielles, sema un doute suffisant pour secouer l'édifice de certitudes sur lesquelles les autorités avaient basé leur décision, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le mystère s'intensifia, se nourrissant de nouveaux éléments qui paraissaient de plus en plus suspects. Bientôt, un autre aspect troublant de l'affaire fit surface. Un ancien voisin des Dunbar affirma que l'homme qui avait été arrêté pour l'enlèvement, William Walters, ne semblait pas avoir été seul dans cette affaire, selon lui. Walters n'aurait pas pu agir sans un complice, et cette révélation fit naître encore plus de questions. L'idée d'un second enfant, d'un autre jeune garçon qui aurait pu être échangé avec Bobby,
Comença a circular les autorités. Pourtant confiantes dans leur solution à ce crime, furent prises au piège de leurs propres certitudes. Leurs efforts pour résoudre l'affaire s'effritaient à mesure que de nouvelles informations contraires apparaissaient. Les années passeront. Et la question de l'identité de l'enfant retrouvée ne s'effacua jamais complètement. Les Dunbar continueront à vivre avec ces souvenirs indélébiles d'un Bobby qui n'était plus tout à fait leur fils. Mais ils avaient été obligés d'accepter comme tel. Et même si la justice semblait avoir tranché. Même si l'histoire de l'enfant retrouvé devenait de plus en plus un récit de famille, la vérité restait hors de portée. Puis, en 2004, alors que la poussière de cette tragédie semblait enfin retomber, une découverte scientifique vint bouleverser la tranquillité apparente. Un test ADN, réalisé pour une série de recherches généalogiques, révéla que l'enfant retrouvé, celui qui avait été présenté comme Bobby Dunbar, n'était pas son fils biologique. Le choc fut immense. Après plus de 90 ans de doute et de mystère, la réponse fut finalement donnée par la science. D'une manière aussi inattendue que définitive, l'enfant retrouvé n'était pas Bobby Dunbar, mais un autre garçon, un autre être humain, qui, dans un étrange retournement du destin, avait pris la place d'un autre dans l'histoire. Cette révélation, aussi tardive soit-elle, fit éclater la vérité et dévoila la tragédie qui se cachait derrière l'histoire du petit Bobby Dunbar. Un garçon dont l'identité a été contestée toute sa vie. Et si, pendant des décennies, la famille Dunbar avait cru avoir retrouvé leur fils. C'est finalement l'histoire de la mémoire collective qui aurait besoin d'être réécrite. L'histoire de Bobby Dunbar ne s'arrête pas avec la découverte des tests ADN en 2004. Bien que la vérité scientifique soit maintenant incontestable, elle n'a pas apporté la fermeture tant attendue. Au contraire, elle a ouvert une nouvelle boîte de Pandore. Et ce mystère vieux de près d'un siècle n'a cessé de hanter ceux qui ont tenté de reconstruire l'histoire de ce petit garçon. Les retombées furent profondes et les impacts personnels dévastateurs, non seulement pour la famille Dunbar, mais aussi pour l'ensemble de la communauté qui avait suivi l'affaire avec tant d'espoir et de certitude. Les révélations sur l'identité de Bobby Dunbar retrouvaient laisseront la famille dans un état de confusion et de deuil. La femme qui avait élevé ces garçons, le prenant pour son propre fils pendant des décennies, s'effondra sous le poids de la vérité. Elle n'avait pas fait qu'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle avait pris soin de lui, l'avait aimé comme son propre fils, comme aurait-elle pu savoir. Après tous ces temps, qu'il n'était pas que lui qu'elle pensait avoir sauvé. Les années passées, elle le considérait comme Bobby ne pouvait pas être effacé par la simple révélation d'un test génétique. Le lien émotionnel qu'elle avait tissé avec cet enfant était aussi profond que celui d'une mère avec son propre enfant. Pour les Dunbar, il en allait de même. Ils avaient grandi avec la conviction qu'ils avaient retrouvé leur fils, qu'ils avaient surmonté l'abîme de la perte. La vérité a été comme un coup de poignard, pas seulement parce qu'elle révélait la fausse identité de l'enfant qu'ils avaient adopté, mais aussi parce qu'elle déstabilisait tout ce qu'ils avaient vécu depuis sa retrouvaille. Que faire alors? Comment réconcilier cette vérité avec les souvenirs précieux qu'ils avaient créés en famille, les images du petit garçon qu'ils avaient embrassé? Colleen, Amy. Tout cela semblait se dissoudre dans les vents du passé, et rien ne semblait pouvoir en restituer la valeur. Les effets psychologiques sur la famille Dunbar furent énormes. Le père, qui avait été si sûr de lui lors de l'officialisation de l'identification de Bobby, commença à se remettre en question. Le doute, qui avait longtemps plané en silence, devint une réalité criante. Combien de temps avaient-ils vécu dans l'illusion? Avait-il déjà accepté la vérité au fond de son cœur, mais avait-il simplement choisi de l'ignorer pour protéger la famille? Sa douleur n'était plus seulement liée à la disparition de son fils, mais à l'échec de tout un système de justice qui avait joué avec la réalité.
offrant une fausse fin à une tragédie réelle. Le système judiciaire qui avait proclamé Bobby retrouve c'était lui aussi trompe. Mais comment réparer une telle erreur? Comment se pardonner à soi-même lorsque l'on a vécu dans un monde fictif pendant des années? Le véritable Bobby Dunbar, c'est lui qui avait été kidnappé. Et dont on ne connaissait même pas le visage, était désormais perdu à jamais. Au fil des années, il avait été un symbole d'espoir. Mais il était devenu le fantôme d'un autre enfant, un souvenir à la fois douloureux et mystérieux. Les événements de 1912 avaient changé à jamais la vie de Dunbar, mais ils avaient aussi laissé un vide que personne ne pourrait combler. Il n'y avait pas de renaissance possible, pas de retour en arrière pour réparer le passé. Dans les années qui suivirent, l'histoire de Bobby Dunbar continua de résonner dans les familles locales, qui se souviendront d'un autre thème où la vérité n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui, mais pour les Dunbar. Il n'y avait qu'une seule vérité, celle qui résidait dans les oscurs. Ils avaient retrouvé un enfant, certes, mais pas celui qu'ils espéraient. Le garçon retrouvé. Aujourd'hui connu sous le nom de l'enfant erroné, reste dans l'histoire comme l'un des plus grands mystères de l'Amérique du début du siècle. Au fur et à mesure que les archives judiciaires se vidaient, l'affaire devenait plus floue, moins palpable, et peu à peu. Les détails sur ce garçon mystérieux se perdaient dans les méandres du passé. Qu'était-il devenu? Ce petit garçon qui avait été forcé de vivre sous un nom qui n'était pas le sien, avait-il jamais su la vérité sur son identité? Peut-être qu'il était, comme tant d'autres enfants de l'époque, une victime d'un système qui ne parvenait pas à distinguer la vérité de l'apparence. Et ce garçon, qui a grandi dans l'ombre d'un autre nom, pourrait bien avoir porté cette confusion toute sa vie. Les Dunbar eux-mêmes ne pourront jamais résoudre cette question. Les années s'écouleront. Mais le mystère demeura vivant. Le paradoxe de Bobby Dunbar étant que, même lorsqu'il fut retrouvé, il ne fut jamais complètement retourné à sa famille. La tragédie de son enlèvement et de son identité disputée est désormais inscrite dans les annales de l'histoire criminelle américaine comme un exemple frappant de ce que la justice peut parfois ignorer, l'erreur humaine. L'incertitude qui persiste dans des affaires qui paraissent définitivement réglées, si cette histoire avait été un roman. Il aurait été impossible de le croire, mais il s'agissait de la réalité, aussi douloureuse et inextricable qu'elle pouvait l'être. Des décennies après la disparition de Bobby Dunbar, les échos de cette affaire refirent surface dans la mémoire collective. Portés par une curiosité persistante et une quête de justice jamais pleinement satisfaite, la révélation finale, en 2004, apporta une forme de clarté scientifique. Mais la vérité ne se limita pas à un simple test génétique. L'histoire de Bobby Dunbar était devenue une parabole de l'erreur humaine, de l'imperfection des systèmes judiciaires et du pouvoir que peuvent exercer les émotions et les perceptions dans la quête de vérité. En 2004, l'affaire, jusqu'à-là engourdie sous le poids des années, renaquit sous une forme nouvelle grâce à la recherche généalogique, les tests ADN, qui comparait les gènes de l'enfant retrouvé à ceux des parents Dunbar, révéla l'impensable. Le garçon retrouvé n'était pas leur fils biologique, si n'était pas Bobby Dunbar. La vérité, après plus de 90 ans, était finalement mise au jour. Les médias, toujours avides de sensationnalisme, se rueront sur cette nouvelle, la présentant comme un nouveau chapitre de cette histoire déjà trop complexe pour être comprise simplement. Mais la réalité était bien plus douloureuse et profonde que ce que les gros titres pouvaient en capter. Cette vérité, qui fit trembler la famille Dunbar, ne libéra pas l'esprit des membres de la famille d'un poids énorme. Leurs fils avaient disparu. Mais ils n'avaient pas été retrouvés dans les bras du garçon qu'ils avaient élevé. La révélation du test ADN apporta une réponse. Certes, mais elle ne guérit pas la douleur. D'un côté, il y avait la satisfaction intellectuelle de savoir enfin la vérité scientifique. Mais de l'autre, il y avait la douleur viscérale de tout un passé fondé sur une fausse certitude.
Pour les Dunbar, cette nouvelle n'était pas tant un soulagement qu'un poids supplémentaire. Comment accepter la vérité quand celle-ci mettait en lumière la profondeur de l'illusion qu'ils avaient vécue, le véritable Bobby Dunbar? Celui dont la mémoire avait été construite au fil des années à travers des histoires, des photos et des souvenirs. Était désormais une figure fantomatique, son visage n'était plus celui que les Dunbar se rappelaient, ni celui du garçon retrouvé. La douleur de la famille Dunbar ne résidait pas uniquement dans la perte de leurs fils, mais dans le fait que tout ce qu'ils avaient cru savoir sur l'histoire de Bobby avait été une illusion. Ils avaient vécu un mensonge. Un récit construit autour de leurs besoins d'espoir, mais il n'y avait aucune trace de Bobby Dunbar dans les fils de l'histoire, ni dans les restes de cette affaire complexe. La question qui hantait toujours la famille était celle de l'autre enfant. Celui qui avait pris la place de Bobby Dunbar. Qui était-il? Et comment avait-il été impliqué dans cette histoire tragique? Le garçon retrouvé était, selon les témoignages de l'époque, un enfant qui vivait avec Walters. Le ravisseur présume, mais qu'était devenu ce garçon? Ce dernier avait-il été victime d'un système qui n'avait su voir que ce qu'il voulait voir? Le mystère de son identité demeurait entier. Comme une cerise sur un gâteau déjà amer, si garçon, désormais adulte, n'eut jamais l'occasion de se reconstruire une identité propre. Il était devenu l'ombre d'un autre enfant, et pour lui aussi. La vérité était un fardeau, non une libération. Les retombées de l'affaire ne se limitaient pas à la famille Dunbar et à l'enfant retrouvé. Elles eurent des répercussions bien plus larges sur la communauté locale, dans les petites villes comme St. Landry. Les histoires circulant vite et se construisent lentement. La communauté, qui avait initialement accueilli le retour de Bobby Dunbar avec des bras ouverts, se retrouva désemparé lorsqu'il fut révélé que la vérité était bien plus complexe qu'il ne paraissait. Beaucoup d'habitants de la région commenceront à douter de la façon dont les autorités avaient guère l'affaire. Les policiers et les enquêteurs qui avaient fait de leur mieux pour résoudre ces cas se retrouvèrent sous le feu des critiques. L'affaire, une fois réglée dans les journaux, semblait avoir été précipitée. Les conclusions tarissent trop hâtivement. Sous le poids des pressions sociales et médiatiques, certains se mirent à se demander. Et si les Dunbar n'avaient pas été la première famille à être victime d'une erreur judiciaire liée à l'identité, l'histoire de Bobby Dunbar, une tragédie survenue il y a plus d'un siècle, était en fin de compte un rappel cinglant des dangers inhérents à la quête de certitudes, sans fondement scientifique solide. Les événements avaient défiguré l'identité d'un garçon, détruit de vie, et laissé une famille entière dans un déni qu'elle n'avait jamais totalement surmonté. Cette histoire laisse une empreinte indélébile dans l'esprit des gens de St. Landry, mais aussi dans l'histoire des États-Unis. Elle révéla les profondeurs de la tragédie humaine, le désir irrationnel de croire en quelque chose. Même lorsque cette croyance venait en contradiction avec la vérité, aujourd'hui, Bobby Dunbar est devenu un symbole de mystère, un personnage d'une histoire inachevée. L'enfant disparu, retrouvé, mais finalement perdu, resté dans les mémoires comme une leçon sur les dangers de se laisser emporter par l'apparence et la pression sociale. Tout en négligeant la vérité profonde qui ne se laisse pas facilement apprivoiser. La vie de Bobby Dunbar, ou de celui qui a pris son nom, est une histoire qui rappelle à tous la fragilité de l'identité et de la puissance des mythes dans notre perception du monde. Lorsque la vérité éclata enfin en 2004, avec les résultats du test ADN confirmant que le garçon retrouvé n'était pas Bobby Dunbar, une nouvelle ère de réflexion s'ouvrit pour la famille, la communauté et l'histoire même de l'affaire. Les certitudes apparentes, bâties sur des années d'espoir et de douleur, s'effondrèrent en un instant. Ce qui avait été considéré comme un miracle était désormais un mensonge. Le véritable Bobby Dunbar, celui qui avait disparu en 1912, restait un mystère complet, une silhouette floue dans le brouillard de l'histoire.
Les conséquences émotionnelles de cette révélation furent profondes, mais elles les dépassaient largement de la sphère familiale. Car Bobby Dunbar, tout comme l'enfant retrouve, n'avait pas seulement été un enfant de cette famille. Il était devenu, au fil des ans, un symbole d'espoir, d'illusion, tragiquement, de confusion, les Dunbar, qui avaient accepté ces garçons comme leurs propres fils, avaient non seulement perdu un enfant, mais avaient aussi dû affronter la douleur de voir leur histoire se réécrire sous des angles qu'ils n'avaient jamais imaginés. Leurs fils. Celui qu'ils avaient récupéré, ce qu'ils croyaient être leur Bobby, n'était pas celui qu'ils avaient cherché si désespérément. Cela laissait un vide profond, un abîme dans leur vie qui même le retour de l'enfant retrouvé ne pouvait combler. Il y avait aussi, bien sûr, la souffrance et l'incompréhension du garçon qui avait pris la place de Bobby Dunbar. Si dernier, dont le nom et l'identité avaient été confondus avec ceux d'un autre enfant, vivait dans l'ombre de ces mystères imposés tout au long de sa vie. Il avait été élevé dans l'ignorance de sa véritable origine, et même après avoir appris la vérité. Il restait un homme dont l'histoire avait été marquée par l'erreur, la confusion et la perte. Qui était-il vraiment? Quel était son propre passé? Ce n'était pas simplement un garçon qui avait été échangé contre un autre, mais un enfant qui portait sur ses épaules la lourde responsabilité d'une identité volée, d'une histoire qu'il n'avait pas choisie. Le fait que l'histoire de Bobby Dunbar a été résolue, du moins du point de vue scientifique, ne signifiait pas que l'énigme était terminée. Bien au contraire, l'affaire, qui avait d'abord été une affaire criminelle, s'était transformée en une histoire de destin humain et d'identité. La question de savoir ce qui était arrivé au véritable Bobby Dunbar après sa disparition restait sans réponse. L'enfant avait disparu, et personne ne savait où il était allé, ou si qui lui était arrivé après que les recherches y étaient abandonnées. Était-il encore en vie à cette époque, ou avait-il disparu dans l'obscurité de l'histoire? Englouti par le temps, les spéculations allaient en bon train. Mais aucune certitude n'émergerait jamais de cette question. La communauté locale, qui avait suivi l'affaire avec attention, se retrouva aussi sous le choc. Beaucoup de gens dans le sud des États-Unis avaient cru à une fin heureuse, avaient célébré le retour de l'enfant kidnappé. Et maintenant, l'histoire se voyait défigurée. Les Dunbar, dans leur quête de vérité, avaient mis à jour des vérités qui étaient bien plus complexes et douloureuses qu'ils ne l'avaient imaginé, et cette vérité, bien qu'elle fût scientifiquement prouvée, n'offrait pas la paix. Elle mettait en lumière l'injustifiable souffrance d'un enfant, dont l'identité et la vérité avaient été manipulées par les forces de la société et de la justice. Pour les Dunbar, la réconciliation avec cette vérité s'avérait presque impossible. Leur histoire familiale avait été construite sur l'espoir et l'amour, mais toute cela semblait désormais vide de sens. L'illusion d'une famille retrouvée se brisait, et la réalité crue du mensonge et d'une identité volée se posait brutalement. Comment accepter un retour qui n'était jamais celui qu'on attendait? Comment guérir d'une plaie qui s'était ouverte non pas par un acte de violence, mais par une erreur systématique, par une fausse certitude de la justice? Mais l'histoire de Bobby Dunbar ne s'arrête pas là, car au-delà de l'histoire personnelle de cette famille et de l'enfant retrouvé, il y avait une question plus vaste, celle de la mémoire. Comment cette histoire allait-elle être racontée dans les livres d'histoire, dans les mémoires populaires? Dans les archives, l'affaire Bobby Dunbar est devenue un avertissement sur les dangers d'un système de justice précipité, sur les dangers de croire trop aveuglément ainsi que l'on veut entendre, une erreur humaine, un drame personnel, un mensonge collectif. Il y avait aussi une réflexion plus profonde sur l'identité elle-même. Qu'est-ce qui définit un enfant? Une famille, est-ce simplement des gènes? Ou y a-t-il quelque chose de profondément humain dans la relation qui unit une mère et son fils?
un père et son enfant, Bobby Dunbar. Même après sa disparition et après l'identification erronée de l'enfant retrouve demeurait une figure symbolique de cette complexité, de cette réalité humaine dans laquelle la vérité et le mensonge s'entrelacent. Ainsi, l'histoire de Bobby Dunbar, à la fois tragique et profondément humaine, reste un mystère qui continue d'interroger. C'est une histoire d'illusion, de perte, de recherche, mais aussi d'amour et de douleur. Une histoire où, malgré tous les efforts pour réparer ce qui avait été de brise, la vérité, aussi déchirante qu'elle fut, reste un fardeau difficile à porter. Les passes, avec ses mensonges et ses demi-vérités, ne pouvaient être effacées. Et dans cette histoire, comme dans tant d'autres, la réalité ne se laisse jamais capturer complètement. Elle se dissimule, s'y transforme. Ne reste jamais hors de portée. Les années ont passé depuis la révélation choquante de l'identité erronée de l'enfant retrouve. Mais l'ombre de l'histoire de Bobby Dunbar continue de hanter les esprits, non seulement de la famille Dunbar, mais aussi de tous ceux qui ont suivi cette tragédie, bien qu'il semble que l'affaire y trouve une conclusion scientifique grâce aux tests ADN. Il est évident que la vérité n'a jamais été pleinement digérée par ceux qui ont vécu cette histoire de presse. La réalité, aussi amère soit-elle, ne faisait que révéler l'ampleur de l'injustice et des erreurs humaines. Et si n'est pas quelque chose que l'on peut effacer aussi facilement. Dès la fin de l'enquête, et avec la conclusion des tests ADN en 2004, la communauté, qui avait initialement célébré le retour de Bobby Dunbar, se retrouve secouée par la complexité de l'affaire. Ce qui avait été vu comme une victoire, une fin heureuse après des mois de recherches acharnées, s'est transformé en une triste vérité pour la famille. Le vide créé par cette révélation était difficile à combler, et ils avaient cru. Pendant si longtemps que les fils qu'ils avaient perdus étaient de retour. Ils avaient vécu des années à le voir grandir, à partager des moments de bonheur, à aimer cet enfant comme le leur et maintenant. Tout cela s'effondrait, laissant place à une douleur plus profonde encore, car il leur semblait que ce qu'ils avaient vécu n'avait été qu'un mirage, une illusion réconfortante mais finalement inexacte. Les Dunbar se retrouvaient en affrontant non seulement la perte de leur enfant, mais aussi l'impossibilité de faire le deuil d'une vérité simple. Même après la confirmation scientifique que l'enfant retrouvé n'était pas Bobby, le sentiment de perte demeurait. Un parent peut-il vraiment faire le deuil d'un enfant qu'il a cru être le sien pendant des années, même si cet enfant était en réalité quelqu'un d'autre? Ce phénomène est difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu cette situation, mais les émotions liées à un tel drame ne se laissent pas facilement saisir par la seule logique. Le lien qui s'était tissé avec cet enfant, même s'il était fondé sur un mensonge, ne disparaît pas simplement parce que la vérité a été établie. Les historiens et les experts en criminologie se pencheront sur cette affaire, la plaquant dans un contexte plus large de l'époque, dans les années 1910. L'identification des enfants disparus n'était pas une tâche facile. Le manque de technologies modernes rendait presque impossible la vérification d'une identité de manière fiable. Les témoignages, les photos, les impressions personnelles étaient tout ce sur quoi les enquêteurs pouvaient s'appuyer, et dans un contexte où la justice était souvent plus symbolique que concrète. Un enfant retrouvé était aussi un symbole de réussite pour les autorités, mais cette réussite apparente, fondée sur des preuves insuffisantes, a finalement conduit à l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle américaine. Il faut aussi se demander comment un tel drame a pu être possible dans un pays où la notion de justice repose sur une certaine rigueur. Comment une erreur aussi monumentale a-t-elle pu passer sous silence pendant tant d'années? La pression sociale et médiatique, le besoin de donner une conclusion rapide à une affaire qui avait profondément, c'est que la communauté ont probablement conduit les autorités à accepter trop vite une solution qui semblait trop belle pour être vraie, dans une époque où les nouvelles se propagaient rapidement.
mais les moyens de communication étant limités, il est facile d'imaginer comment les erreurs de jugement ont pu se multiplier. Pour l'enfant retrouve, qui n'avait pas demandé à entrer dans cette histoire, la réalité était tout aussi difficile à accepter. Il avait été élève comme Bobby Dunbar. Il avait appris à répondre à ses noms. Il avait vécu sous l'ombre de ses prénoms qui n'étaient pas les siens. Mais quand la vérité fut enfin mise à jour, que restait-il pour lui? Quelle identité devait-il désormais porter? Était-il destiné à vivre sa vie sous un nom volé? Ou devait-il maintenant se réinventer? L'idée d'être quelqu'un d'autre? D'avoir une existence faussée sans même l'avoir choisie est un fardeau énorme à porter. Bien que l'enfant retrouve n'a jamais été impliqué de manière criminelle dans l'enlèvement, il avait tout de même vécu une vie qui ne lui appartenait pas, au détriment d'une autre personne, d'un autre enfant. C'est lui qui avait disparu sans laisser de traces, mais la souffrance de l'enfant retrouve ne se limitait pas à l'identité qu'on lui avait imposée. Il y avait aussi la perte de l'innocence, la perte de l'enfance. Tout comme les Dunbar, il avait grandi avec un poids d'inconscience sur ses épaules. Croyant qu'il appartenait à une autre famille, une fois l'histoire dévoilée, il ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé, et la douleur de cette vérité se répandit dans chaque aspect de sa vie. Peut-être que la souffrance la plus grande résidait dans le fait que, contrairement aux Dunbar qui avaient eu des années de bonheur avant la révélation, l'enfant retrouve vivait dans l'ignorance de sa véritable identité jusqu'à ce qu'elle soit brutalement arrachée. L'aspect juridique de l'affaire ne pouvait non plus être ignoré si un test ADN moderne a permis de trancher la question de l'identité. Qu'en était-il des erreurs commises par les autorités pendant toute la durée de l'enquête? Les enquêteurs avaient-ils manque de rigueur? Les parents avaient-ils été poussés à croire en une vérité qui était plus facile à accepter? Ces questions demeuraient sans réponse. Les autorités avaient agi dans un climat d'urgence, cherchant à rendre une justice rapide et à rassurer une communauté traumatisée. Mais à quel prix? Avec le recul. Cette affaire est un exemple frappant de l'impact des failles de la justice et de la mémoire collective, même si la science a fini par résoudre le mystère. Elle n'a pas pu effacer la douleur ni la confusion. Qui ont marqué cette histoire pendant près d'un siècle, la réalité de la disparition de Bobby Dunbar et de l'enfant retrouve révèle une vérité plus complexe et plus tragique que ce qu'une simple enquête judiciaire peut révéler. C'est l'histoire d'une famille, d'un enfant, et d'une communauté qui ont été prises au piège dans un réseau d'illusions et de mensonges. L'histoire de Bobby Dunbar restera à jamais un avertissement. La quête de la vérité, aussi déterminée soit-elle, peut parfois entraîner des erreurs irrémédiables, mais au-delà des faits et des documents. Ce sont les vies humaines qui portent le fardeau de ces erreurs. Et ce fardeau, aussi lourd soit-il, reste l'héritage de cette tragédie. Une histoire qui, malgré sa résolution, continue de poser des questions qui, peut-être, ne trouveront jamais de réponses pleinement satisfaisantes. Les années ont passé depuis que la vérité a été révélée au grand jour. Et bien que la fin officielle de l'affaire, Bobby Dunbar a été écrite avec les résultats du test ADN en 2004, l'ombre de cette histoire continue de planer sur les mémoires. Si, sur le plan scientifique, la question a été résolue. Sur le plan humain, elle est restée un mystère douloureux qui ne cesse de hanter ceux qui ont été impliqués de près ou de loin. L'histoire de Bobby Dunbar, de l'enfant retrouvé du mensonge qui s'estissait autour de son identité, est devenue bien plus qu'une simple affaire criminelle. Elle est devenue un symbole de la fragilité des systèmes de justice, de la complexité des émotions humaines et du poids de la vérité lorsqu'elle arrive trop tard. La famille Dunbar, bien qu'elle ait vécu une joyeuse réunion après la découverte de l'enfant, se retrouve confrontée à une nouvelle souffrance, une souffrance silencieuse, imprégnée de regrets et de remords. Comment accepter la vérité maintenant? Après avoir vécu pendant des années dans l'illusion, les Dunbar,
qui avaient accueilli l'enfant retrouvé avec tant d'amour et d'espoir, n'étaient en place les mêmes. Ils avaient traversé les montagnes russes de l'émotion, oscillant entre l'euphorie et la douleur. Et maintenant, la douleur était encore plus aiguë. Ils avaient perdu lui au fil 2 fois, une fois quand il avait disparu, et une seconde fois quand il s'était révélé ne pas être que lui qu'ils avaient cru. Un enfant est un trésor que l'on chérit au plus profond de son être. Et la perte de cet enfant, même sous une forme différente, est un fardeau que l'on ne peut qu'appeler comprendre pour l'enfant retrouvé. L'impact de cette révélation est tout aussi dramatique, voire plus profonde. Alors qu'il avait grandi en croyant être Bobby Dunbar, il se retrouvait maintenant dans un monde où son identité avait été effacée. 6 garçons, qui avaient été aimés élèves comme un autre, étaient désormais son inconnu. Son passé était flou. Son nom ne lui appartenait plus, et son existence entière semblait avoir été construite sur une base fragile, constituée d'erreurs et de non-dits, même ici 6 garçons. Désormais adulte, n'avait pas été responsable de l'échange tragique qui avait eu lieu. Il portait néanmoins le poids de l'histoire, un poids qu'il n'avait jamais demandé à porter. Il était devenu l'élément central d'une histoire qu'il avait détruite avant même qu'il n'ait pu comprendre le rôle qu'il y jouait. 6 garçons. Maintenant un homme vivait avec une vérité qu'il n'avait jamais voulu. Une identité qui lui avait été imposée. Il n'était pas seulement un enfant qui avait été victime d'un enlèvement. Il était aussi l'enfant pris dans un échange brutal entre 2 vies qui, à jamais, se confondrient. Qu'était-il devenu? 6 garçons, comment avait-il réagi à la révélation de sa véritable identité? Bien que peu d'informations aient filtré sur ses sentiments après l'éclatement de l'affaire, on peut imaginer à quel point cette situation devait être dévastatrice. Il avait été pris dans les méandres d'une histoire qu'il avait laissée sans repères, sans base solide sur laquelle se reconstruire. Et en 2004, avec l'ADN prouvant la vérité, les autorités tenteront de mettre un terme à l'affaire. Mais comment peut-on vraiment clôturer une histoire comme celle-ci? Il n'y avait pas de clôture possible. Un test ADN ne peut pas effacer les années d'incertitude. Les années de douleur et d'espoir illusoires. Ce qui aurait dû être un soulagement pour les Dunbar était en réalité une vérité plus cruelle que les secrets qu'ils avaient longtemps gardés dans leur cœur. Ils avaient retrouvé un enfant, mais que lui-ci n'était pas le leur. Et dans ce retournement de situation, l'histoire ne se résumait pas à une simple erreur d'identification, mais à l'échec même d'un système de justice qui n'avait pas su voir au-delà des apparences. Les décennies d'enquête et de recherches intensives avaient créé une toile d'araignée de certitudes qui se révéleraient finalement être des mensonges tissés par les biais de l'humanité. L'espoir des parents, la pression sociale, les faux témoignages, bien sûr, l'incapacité de l'époque à fournir des preuves plus solides. En un sens, l'erreur n'était pas seulement une erreur de reconnaissance, mais aussi une erreur de système. L'absence de preuves scientifiques solides, l'absence d'outils modernes, la rapidité avec laquelle la justice avait voulu clore cette affaire et tout cela avait créé le terreau idéal pour l'illusion. Pourtant, l'histoire de Bobby Dunbar est bien plus qu'une simple erreur judiciaire ou une tragédie personnelle. C'est une réflexion sur l'identité elle-même, l'identité d'un enfant, l'identité d'une famille, l'identité d'une communauté. Que reste-t-il lorsque l'on découvre que ce que l'on croyait être vrai est un fait faux? Peut-on vraiment reconstruire ce qui a été détruit par une erreur? La vérité, aussi cruelle soit-elle, a des conséquences qui ne se dissipent pas avec le temps. Elle laisse des traces, des blessures invisibles qui ne guérissent pas, et même lorsque cette vérité arrive trop tard. Elle fait éclater le tissu même de la réalité que l'on a construite autour de soi. L'histoire de Bobby Dunbar rappelle à quel point l'erreur humaine est inévitable. Mais aussi à quel point elle peut être dévastatrice. Les chercheurs,
Les journalistes et les experts juridiques qui ont suivi l'affaire n'ont pas seulement fait face à une question criminelle, mais à une question humaine profonde. Comment définir l'identité quand elle est continuellement remise en question par des événements qui échappent à notre contrôle? L'histoire de Bobby Dunbar nous montre que la quête de la vérité est une chose complexe et fragile. Une quête qui, parfois, peut détruire ce qui la poursuivent. Les Dunbar, quant à Hughes, continueront à vivre avec le fardeau de cette vérité. Ils avaient, en quelque sorte, adopté une illusion, et malgré le poids de la douleur qu'ils portaient. Ils avaient dû accepter cette illusion comme partie intégrante de leur histoire, mais la vérité. Elle continuait de résonner dans leurs esprits comme une question sans réponse, une question qui n'a jamais vraiment trouvé de paix. La perte, la confusion, la recherche désespérée de certitude, tout cela faisait partie de l'ADN même de leur existence. Et il leur serait impossible de jamais tourner la page complètement. L'affaire Bobby Dunbar, qui à travers les générations, restait un avertissement tragique sur la complexité de l'identité et des erreurs humaines. Elle souligne que, parfois, même avec les meilleures intentions, la vérité peut se cacher dans les recoins les plus sombres. Et qu'une fois qu'elle émerge, elle laisse des cicatrices indélébiles. L'histoire de Bobby Dunbar, de l'enfant perdu et retrouvé, ne se terminera jamais vraiment. Elle reste une énigme que l'on tente de résoudre. Une tragédie dont les répercussions ne cesseront jamais de résonner, et même avec le recul du temps. La vérité, si elle existe, est bien plus coïtée que l'on croit. L'histoire de Bobby Dunbar traverse les époques. Et bien qu'elle ait trouvé sa conclusion scientifique avec l'ADN en 2004, il est difficile d'imaginer qu'elle ait véritablement pris fin. L'illusion de ce retour d'un enfant perdu, les années passées à les chérir et à les lèvres. La souffrance de la famille, tout cela a laissé des traces indélébiles. Des cicatrices profondes, l'affaire n'a pas seulement mis en lumière une erreur judiciaire, mais elle a également révélé les limites de la justice et de la science face à la réalité humaine, la quête de vérité. Aussi fondamentale qu'elle soit, n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît. L'histoire de Bobby Dunbar, cette tragédie humaine, cette confusion d'identité restera à jamais marquée dans l'histoire des États-Unis. Après l'éclatement de l'affaire en 2004, les Dunbar furent confrontés à un douloureux paradoxe. D'un côté, ils avaient enfin la vérité qu'ils cherchaient depuis plus de 90 ans. Une vérité scientifique qui balayait les illusions qu'ils s'étaient construites, mais de l'autre. Cette vérité était bien plus dévastatrice que ce qu'ils auraient pu imaginer, car la vérité ne leur rendait pas leurs fils. Elle ne réparait pas la douleur de l'avoir perdu et retrouvée sous son faux nom. Elle ne réparait pas le manque, ni le vide qui restait dans leur cœur, la culpabilité. La confusion et les regrets restaient profondément ancrés en eux, excepté que ces garçons. Cet enfant qu'ils avaient aimé et protégé comme leur propre fils n'était pas celui qu'ils avaient perdu. Fut un défi terrible. Comment se reconstruire après avoir vécu dans une fausse réalité pendant tant d'années? De même, l'enfant qui avait été élève comme Bobby Dunbar ne pouvait pas simplement effacer son passé. Le garçon qui avait grandi sous un autre nom, vivant une existence qui ne lui appartenait pas, se retrouvait face à une vérité dévastatrice après des années à se construire une identité. À croire que sa place dans le monde était définie, il se retrouvait soudainement face à une réalité brutale. Son existence tout entière avait été marquée par une erreur, un échange qui n'était pas de son fait. Mais qu'il devait porter sur ses épaules, qui était-il maintenant? Qu'était-ce que cela signifiait de porter le poids d'une identité volée, d'avoir vécu une vie qui ne lui appartenait pas, et de devoir la rejeter soudainement? L'impact psychologique de cette découverte fut probablement profonde. La question de son identité, qui aurait dû être une question banale dans un monde où chaque enfant est censé appartenir à sa famille biologique,
devenait un mystère insondable pour lui aussi, mais si l'on considère l'aspect plus large de l'histoire. Cette affaire de Bobby Dunbar soulève des questions fondamentales sur l'identité elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est réellement celle qu'elle croit être? L'identité est-elle simplement une question de génie, de biologie? Ou est-ce quelque chose de plus complexe, fait par des relations humaines, des expériences vécues et des croyances? L'enfant qui a grandi comme Bobby Dunbar, bien qu'il ne soit pas que lui qu'il pensait être. N'a-t-il pas aussi vécu les joies et les peines d'un enfant perdu? N'a-t-il pas forgé des souvenirs, des liens, des attaches émotionnelles avec les personnes qui l'ont élevé? Peut-on vraiment effacer une vie entière, un amour sincère? Parce qu'il a été fondé sur une erreur pour les Dunbar. La question de l'identité de leurs fils n'a pas été résolue par un simple test ADN. Certes, ils ont su qu'ils n'avaient pas retrouvé leur Bobby, mais la douleur, le vide, ne peuvent être comblés par une simple confirmation scientifique. Ils ont perdu un enfant, mais cette perte n'a jamais été vraiment acceptée. Et maintenant, ils s'étaient confrontés à une nouvelle perte, celle d'une illusion chérie pendant des années, et ce vide n'a jamais vraiment été comblé. Car il était plus profond que la simple absence d'un enfant biologique. Il était lié à la perte d'un monde dans lequel ils avaient cru. Ce qui était en jeu ici n'était pas seulement l'identité d'un enfant, mais celle d'une famille, d'une histoire, et de tout un système qui, parfois, ne parvient pas à saisir les complexités de l'humain. L'enquête de l'époque, les recherches menées pour retrouver Bobby, la certitude des autorités qu'elles avaient retrouvé l'enfant en 1912, tout cela semble désormais, avec le recul, profondément problématique. Les autorités avaient été pressées par une opinion publique qui exigeait une conclusion rapide, une justice rendue au plus vite. Les médias ont joué un rôle dans ces processus, alimentant la pression avec des titres sensationnels, qui ne permettaient pas toujours de prendre le temps d'examiner la situation sous tous ses angles, le besoin de conclure rapidement. De repérer cette injustice a conduit à une série d'erreurs d'identification qui ont bouleversé la vie de tant de gens. En fin de compte, cette hate et cette pression sociale ont été la véritable responsable de la tragédie. L'histoire de Bobby Dunbar a montré les limites du système judiciaire de l'époque, mais elle met également en lumière la manière dont l'humanité peut manipuler la vérité, consciemment ou non, pour se protéger de la souffrance. La famille Dunbar, les autorités, et même la communauté locale ont tous été prises dans une illusion collective, et lorsque la vérité a finalement émergé. Elle a provoqué un cataclysme émotionnel et psychologique. Les parents ont dû faire face à la douleur d'avoir élevé un enfant qui n'était pas le leur, mais aussi à la douleur de la confusion de l'enfant retrouvé, qui avait passé sa vie à croire qu'il appartenait à une autre famille. Ce n'était pas une simple erreur d'identité, mais un drame humain d'une ampleur difficile à mesurer. Le véritable Bobby Dunbar, celui qui avait été enlevé en 1912, reste une figure fantomatique. Son histoire est entourée de mystères. Et personne ne saura jamais ce qui lui est arrivé après sa disparition. Les parents Dunbar ont dû vivre avec ce vide, avec cette question non résolue, cette douleur qui n'a jamais cessé. L'histoire de Bobby Dunbar est une histoire d'erreurs humaines, mais aussi une réflexion sur la manière dont la société peut se laisser emporter par ses propres croyances et ses propres besoins. Quitte à faire des victimes dans le processus, en fin de compte. L'histoire de Bobby Dunbar est un avertissement sur les dangers de croire trop vite, sur les risques de faire passer les apparences avant la réalité. Elle rappelle que, malgré nos meilleures intentions, nous pouvons nous tromper et que ces erreurs peuvent avoir des conséquences profondes et durables. Pour les Dunbar, l'histoire se termine sur une note de perte irréparable. Ils ont cherché la vérité pendant des années, mais la vérité,
lorsqu'elle est finalement révélée, n'offrait pas toujours la paix. Au contraire, elle peut laisser une douleur encore plus grande, celle de la reconnaissance que, parfois, les réponses ne guérissent pas les blessures, mais les exposent davantage. L'histoire de Bobby Dunbar, celle de l'enfant perdu et retrouvé, fait partie des plus grandes tragédies de l'histoire criminelle des États-Unis, non seulement en raison du mystère qui l'entoure, mais aussi à cause de l'héritage qu'elle laisse derrière elle, même après la révélation de la vérité en 2004. La douleur, la confusion et les cicatrices laissées par cette affaire ont perduré. L'éclatement de ces scandales a eu des répercussions qui vont bien au-delà des familles impliquées, touchant profondément les valeurs de justice, d'identité et de mémoire collective. Les Dunbar, dont la vie avait été bouleversée 2 fois par cette affaire, se retrouveront face à un autre type de vie après la confirmation scientifique que l'enfant retrouvé n'était pas leur Bobby, bien que la science ait tranché cette vérité scientifique. En place de la douleur qu'elle a provoquée, ne pouvait pas réparer les années d'amour et d'espoir perdus. Que se passe-t-il lorsqu'un parent prend un enfant dans ses bras, l'élève comme le sien, l'aime avec la même intensité, et quoi après des années? Il apprend que cet enfant n'est pas que lui qu'il croyait avoir retrouvé. C'est une question qui, même aujourd'hui, n'a pas de réponse simple. Pour les parents Dunbar, il ne suffisait pas de connaître la vérité sur l'identité de cet enfant. Ils avaient vécu trop d'années à considérer ces garçons comme leurs fils, à le voir grandir, à vivre des moments de bonheur et de douleur avec lui, leurs fils. Bien qu'il n'ait jamais été que lui qu'ils pensaient, avait été traîné par l'amour d'une famille. Et cet amour ne pouvait pas être effacé d'un couple, même par un test ADN. Ils étaient maintenant coincés entre la vérité scientifique et la réalité humaine, une réalité que la science ne pouvait pas expliquer. L'amour parental, l'attachement, n'étaient pas des éléments quantifiables, mais profondément émotionnels. Et cette vérité déchirante qu'ils avaient du mal à accepter les suivait partout, les empêchant de tourner définitivement la page. Derrière cette histoire se cache aussi un autre aspect de la tragédie, celle du véritable Bobby Dunbar. Cet enfant disparu aujourd'hui. Sa mémoire reste flouée, nouée dans les brumes du temps. Qui était-il vraiment? Où est-il allé? Qu'est-il devenu après sa disparition? Et pourquoi son corps n'a-t-il jamais été retrouvé? Tout cela restait une énigme, la douleur des parents Dunbar. En pensant à leur enfant perdu, se double de la question sans réponse. Leur enfant aurait-il survécu toutes ces temps? Était-il encore en vie lorsque l'enfant retrouvé a été ramené? Ou était-il déjà perdu à tout jamais? La vérité sur ce qui est arrivé à Bobby Dunbar reste l'un des grands mystères de l'histoire criminelle américaine. Cette absence de réponses, de certitudes, de clarté dans la disparition, ajoute une couche supplémentaire à la souffrance déjà infligée à la famille Dunbar. Les implications de cette affaire vont bien au-delà de l'expérience individuelle des Dunbar. Elles soulignent la fragilité de nos certitudes en matière de justice, d'identité et de vérité. L'affaire Bobby Dunbar met en lumière des questions profondes. Comment identifier un enfant? Comment savoir si un enfant est réellement celui qu'il prétend être? Et plus encore, comment traiter les erreurs lorsque celles-ci affectent la vie d'innocence et qu'il est impossible de revenir en arrière? En l'absence de tests ADN et de technologies modernes de l'époque, comment la justice aurait-elle pu résoudre l'affaire autrement? Ces questions restent ouvertes. La révélation en 2004 n'a pas seulement mis en lumière l'injustice d'une fausse identification. Elle a aussi révélé les faiblesses d'un système judiciaire qui, dans les années 1910, était encore loin d'être capable d'établir une certitude scientifique sur une question aussi cruciale que l'identité. Le simple fait que Bobby Dunbar ait pu être retrouvé et reconnu sans recours à des preuves irréfutables montre à quel point le système de l'époque se reposait sur des bases fragiles.
Si la justice a cherché à réparer une injustice, elle a aussi permis qu'une autre erreur se produise. Cette erreur étant encore plus dévastatrice en raison de son impact sur la vie de toutes les personnes impliquées. Les erreurs de cette époque, du manque de preuves tangibles à la pression sociale qui a poussé à une conclusion trop rapide, sont désormais évidentes. Mais qu'en est-il de notre époque? Quelles erreurs faisons-nous aujourd'hui? Sous l'effet de l'urgence ou de la pression médiatique, nous vivons à une époque où l'on peut analyser une empreinte génétique en quelques heures. Mais comme savons, nous que nos systèmes modernes sont véritablement infaillibles, les technologies actuelles permettent une identification plus rapide et plus précise. Mais à l'ère de la surinformation, peut-on vraiment dire que la vérité ne nous échappe jamais? L'affaire Bobby Dunbar est un avertissement. Nous ne devons jamais oublier que derrière chaque technologie, derrière chaque enquête, il y a des vies humaines. Pour l'enfant retrouvé, dont le nom est désormais oublié par beaucoup. Le fardeau de son identité volée ne cesse pas dissiper en une nuit. Qu'a-t-il ressenti lorsqu'il a appris que tout ce qu'il avait connu comme sa vie n'était en réalité qu'un mensonge? Comment a-t-il reconstruit son identité après cette révélation dévastatrice? Peu d'informations existent à ce sujet, mais il est probable que l'enfant retrouve. Devenu adulte, a dû traverser des années de questionnements, de quête de sens, de recherche d'une identité qu'il aurait dû avoir dès le début. Vivre sa vie sous une identité qui ne vous appartient pas doit être une expérience psychologique et terrifiante, une confusion permanente sur qui l'on est réellement. Les ramifications de l'affaire Bobby Dunbar s'étendent également à la société, en particulier dans les petites communautés où les mythes et les légendes peuvent facilement se construire et se maintenir. L'affaire a eu un impact profond dans le sud des États-Unis, où elle est devenue une sorte de folklore local. Mais le fait que la justice ait pris des années pour révéler la vérité a également semé le doute dans l'esprit de ceux qui avaient cru à l'histoire de Bobby retrouve. Il ne s'agissait pas simplement de l'histoire d'un enfant disparu et retrouvé, mais d'une histoire qui remettait en question les fondations mêmes du système judiciaire, les valeurs de vérité, de confiance et de responsabilité. La justice était censée offrir des réponses. Mais ici, elle y avait laissé son grand vide. Un mystère inachevé, la famille Dunbar. Aujourd'hui, doit encore vivre avec cette histoire. Même si le test ADN a résolu la question de l'identité, il n'a pas effacé la douleur, ni la confusion, ni l'incertitude. L'histoire de Bobby Dunbar est devenue un miroir dans lequel nous pouvons voir reflétées nos propres imperfections et nos propres vulnérabilités. C'est une histoire de famille, mais aussi une histoire de société. Une histoire qui continue de nous interpeller sur ce que nous savons, ce que nous croyons, et ce que nous devons accepter comme vérité. La dernière question de mieux. Pourquoi cette histoire est-elle restée un mystère si longtemps? Pourquoi les autorités ont-elles accepté si rapidement un faux verdict? Pourquoi les Dunbar ont-ils pu vivre dans une illusion pendant des années? Et pourquoi ont-ils accepté une vérité si facilement? Peut-être que la réponse réside dans la nature humaine elle-même, dans le besoin désespéré de croire à une fin heureuse, même si celle-ci est construite sur des bases fragiles. L'histoire de Bobby Dunbar, à la fois tragique et complexe, restait une cicatrice indélébile dans l'histoire criminelle des États-Unis. L'affaire a capté l'imaginaire collectif non seulement parce qu'elle mettait en lumière un enlèvement mystérieux, mais aussi à cause de l'ironie cruelle qui s'est abattue sur les Dunbar après l'erreur d'identification du garçon retrouvé. Ce récit est plus qu'un simple récit de crime ou de disparition. Il soulève des questions profondes sur l'identité, la vérité, et la manière dont la justice peut se déformer sous la pression sociale et médiatique. Après le retour de l'enfant retrouvé, les années 1912 et 1914 avaient envahi la communauté locale, et les autorités célèbrent ce qui semblait être une conclusion miraculeuse à une histoire dévastatrice. Bobby Dunbar, si petit garçon disparu, était revenu à la maison. La famille était réunie.
et les autorités pouvaient se vanter d'avoir résolu l'affaire, ce qui était perçu comme un triomphe de la justice à l'aide. Des décennies plus tard, se transformèrent en un cauchemar de doutes et de regrets. Tout avait été basé sur des apparences et des témoignages, des pièces de puzzle qui ne s'assemblaient pas correctement. Pourtant, ces éléments avaient suffi à convaincre tout le monde que le garçon retrouvé était Bobby Dunbar. La pression sociale est l'espoir de la famille, l'idée d'un dénouement heureux après une longue épreuve. Avaient joué un rôle dans cette acceptation prématurée, mais la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle paraît. Et la réalité est souvent bien plus nuancée que ce que nous voulons croire. En 2004, la révélation que l'enfant retrouve n'était pas Bobby Dunbar fut un choc, mais aussi un soulagement brutal. Les Dunbar, qui avaient vécu des années dans l'illusion d'avoir retrouvé leurs fils, se retrouveront à affronter une vérité plus dévastatrice encore que la perte initiale, la vérité scientifique. Apportée par l'ADN, fit éclater la bulle dans laquelle ils vivaient. Mais elle ne résolut pas le vide existentiel qui restait dans leur corps. Ils avaient passé des années à aimer un garçon qu'ils croyaient être leurs fils. Et cette découverte ne pouvait effacer ces années partagées. Les liens qu'ils avaient tissés avec lui ne disparaissaient pas parce qu'un test génétique avait révélé l'erreur. Pour les Dunbar, la souffrance résidait dans cette dualité tragique. D'un côté, la certitude d'une vérité scientifique. Et de l'autre, l'impossibilité de faire le deuil d'un amour et d'une perte qui avaient été vécus comme réels. Pour l'enfant retrouve, l'impact psychologique était tout aussi monumental. Si garçon, devenu un adulte, s'était construit une identité sur la base d'un nom, d'une histoire, d'un passé qui n'était pas les siens lorsque la vérité éclata. Il n'y eut pas seulement à guérir l'énorme choc de découvrir qu'il n'était pas que lui qu'il pensait d'être, mais il dut aussi affronter la réalité de son existence. Il vivait sous l'ombre d'une identité volée et de la découverte de sa véritable origine. Bien que libératrice sur le plan scientifique, ne pouvait en aucun cas être un soulagement immédiat. Il avait été élevé dans la peau d'un autre, et la rupture de ce lien fictif avait des répercussions bien plus profondes qu'un simple changement de nom. À quel point son existence avait été façonnée par l'identité qu'on lui avait donnée. Comment reconstruire une vie quand celle-ci se révèle être une illusion. Une erreur tragique dans un jeu où il n'était pas acteur, mais victime. À travers ce drame humain, l'affaire Bobby Dunbar soulève des questions fondamentales sur l'identité. Non seulement biologique, mais aussi personnelle et sociale. Qui sommes-nous lorsque notre identité est remise en question? L'enfant retrouvé. Bien qu'il n'ait pas été impliqué consciemment dans l'échange, apporte une part du fardeau du mensongeur. Tout en restant prise dans le tourbillon des événements qui échappaient à son contrôle, cette situation n'est pas unique à Bobby Dunbar, elle est, en quelque sorte, un reflet de tout ce qui, à un moment donné, ont vu leur propre réalité se déformer sous le poids des attentes et des erreurs des autres. Mais l'impact ne se limitait pas aux individus concernés. L'affaire Bobby Dunbar interroge la société dans son ensemble sur la manière dont elle perçoit la vérité et la justice dans son sens le plus noble. Devrait être un instrument d'équité, une manière de rétablir l'ordre là où il a été perturbé. Mais dans cette affaire, la justice n'a pas servi de remède aux blessures profondes qui causent l'erreur d'identification. Les autorités, qui avaient tout mis en œuvre pour résoudre l'affaire rapidement et efficacement, ont fait face à l'échec d'une recherche trop hâtive, trop marquée par l'espoir d'une fin heureuse. L'absence de moyens scientifiques modernes, les précipitations des enquêteurs et la pression publique ont conduit à une décision rapide, mais défectueuse. Aujourd'hui, avec la perspective du temps, cette affaire nous fait réfléchir sur nos propres perceptions de la vérité, la pression sociale, le désir de clore une affaire rapidement, l'espoir d'une fin heureuse pouvant parfois aveugler même les autorités les plus compétentes.
L'histoire de Bobby Dunbar met en lumière l'importance de la patience, de l'analyse rigoureuse et de la vérification des faits avant de tirer des conclusions. La justice, aussi bienveillante soit-elle, peut faire des erreurs lorsqu'elle est guidée par des émotions, des croyances populaires ou des impératifs sociaux. Dans un monde de plus en plus rapide, où les verdicts sont souvent rendus à la vitesse de la lumière, l'affaire Bobby Dunbar est un appel à la prudence et la humilité, de la rigueur dans la quête de la vérité. L'héritage de cette histoire ne réside pas seulement dans les erreurs du passé, mais aussi dans les leçons qu'elle nous offre. L'affaire de Bobby Dunbar n'est pas seulement une tragédie humaine, mais un avertissement sur les dangers de l'oubli, de la précipitation et de l'illusion. Elle nous montre comment, à travers des siècles, des générations peuvent se raconter des histoires confortables, bâties sur des mensonges ou des imprécisions, et comment ces histoires peuvent perdurer longtemps après qu'elles aient été révélées comme fausses. Aujourd'hui, Bobby Dunbar, le véritable Bobby, reste une silhouette fantomatique dans les livres d'histoire. La communauté locale, qui avait suivi l'affaire avec tant d'enthousiasme, continue de s'interroger sur les événements qui ont conduit à cette confusion tragique. La vérité, aussi cruelle soit-elle, a fait surface, mais elle n'a pas réparé les erreurs du passé. L'histoire de Bobby Dunbar est désormais un avertissement, parfois. La recherche de la vérité nous confronte à des réalités qui ne peuvent être assimilées immédiatement. Et parfois, ce qui est résolu est loin de l'être en réalité l'affaire Bobby Dunbar. À travers ces files et ces tragédies, nous rappelle qu'une fois qu'un enfant est perdu, il n'y a pas de retour en arrière possible, et qu'un mensonge peut être plus lourd que la vérité elle-même. L'affaire de Bobby Dunbar, cette tragédie humaine qui marque l'histoire des États-Unis, n'a pas simplement révélé des erreurs judiciaires et des confusions d'identité, elle a également mis en lumière la manière dont la société, les autorités et les individus réagissent face à des événements qui échappent à leur contrôle. L'histoire de Bobby Dunbar, de l'enfant disparu, retrouvée finalement réidentifiée, est une réflexion sur la vulnérabilité de l'être humain face aux certitudes établies, et sur la façon dont les erreurs de jugement peuvent avoir des répercussions profondes, à la fois sur les vies personnelles et sur la société dans son ensemble. L'un des aspects les plus poignants de cette affaire est l'isolement progressif des Dunbar, non seulement dans leur quête de vérité, mais aussi dans leur manière de vivre cette vérité une fois qu'elle est établie. Bien que le test ADN ait fourni une réponse définitive en 2004. Cette révélation ne signifiait pas la fin de la souffrance pour la famille, bien au contraire. Elle a ouvert une nouvelle ère de douleur, une douleur plus profonde encore, liée à la perte d'une illusion qui avait fait partie de leur quotidien pendant des années. Le fils qu'ils avaient cru avoir retrouvé n'était pas le leur. Et tout ce qu'ils avaient partagé avec lui, tous les moments qu'ils avaient vécu ensemble, avaient désormais une toute autre signification. Comment faire face à cette vérité? À cette réalité déstabilisante, les Dunbar avaient été contraints de vivre dans une illusion pendant de nombreuses années. Ces garçons qu'ils avaient élevés étaient comme leur propre enfant était désormais un étranger, un enfant dont le nom et l'identité n'étaient pas les siens. Pour eux, chaque souvenir, chaque câlin, chaque sourire échangé avec cet enfant se transformait en un mensonge dévastateur. Le processus de deuil qu'ils avaient traversé pour accepter la disparition de Bobby Dunbar avait été long et difficile, mais la perte la plus douloureuse n'était pas la disparition initiale de leurs fils. La véritable perte, celle qui les dévastait encore plus profondément, était celle de leur foi en la vérité de leur famille. Comment guérir de la douleur de voir tout ce qu'on a vécu se disloquer sous les révélations d'une science qui ne cesse de remettre en question ce que l'on croyait être vrai? Le véritable Bobby Dunbar, ces petits garçons disparus depuis si longtemps, restait une figure mystérieuse, une silhouette flouée dans les brumes de l'histoire.
L'absence de réponse claire sur ce qui lui est arrivé après sa disparition continue d'alimenter des spéculations et des rumeurs. Beaucoup se demandant qu'est-il devenu? A-t-il survécu à son enlèvement? Ou sa disparition a-t-elle été un acte final et irréversible, le début d'un destin tragique dont personne ne saura jamais rien? Ces questions restent sans réponse. Et avec le temps, elles deviennent de place en place difficiles à résoudre. Ces mystères, associés à la recherche du véritable Bobby Dunbar, créent une distance entre le garçon retrouvé et l'histoire originelle. Une distance qui transforme ce dernier en une victime secondaire, une victime d'une erreur judiciaire, d'un malentendu qui dépasse largement sa propre expérience. Pour l'enfant retrouve. L'impact de cette révélation est tout aussi dévastateur. Il a été élevé comme Bobby Dunbar pendant des années. Et lorsqu'il apprend la vérité, son monde se brise. La question de son identité, qui aurait dû être une évidence depuis le début, devient désormais un terrain de confusion et de douleur. Qui était-il vraiment? Et que l'avenir pouvait-il espérer dans un monde où sa propre existence semblait avoir été falsifiée par des adultes bien intentionnés, mais aveugles par leur désir d'une fin heureuse. L'enfant retrouvé est pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il doit maintenant naviguer dans un monde où il n'a jamais eu sa place véritable. Un monde qui la force à porter un nom qui ne lui appartient pas. Il doit réinventer son histoire. Mais cela signifie aussi renoncer à celle qu'il a connue, à celle qu'il croyait être la sienne. Le processus de réclamation d'une nouvelle identité, de redéfinition de soi, devient une tâche complexe et ici processus. Bien qu'essentiel pour son bien-être futur, de mieux douloureux et long. Les aspects juridiques de l'affaire restent également essentiels à comprendre. L'enquête initiale, bien qu'animée par une intention de justice et de vérité, a laissé de nombreuses zones d'ombre. Les autorités de l'époque n'ont pas disposé des outils scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, et les méthodes d'identification étaient rudimentaires. Le besoin urgent de clore l'affaire a conduit à des décisions rapides, mais mal informées. Les témoins ont pu être influencés par des facteurs émotionnels et sociaux, et les pressions extérieures ont poussé les enquêteurs à accepter une solution trop rapidement. L'affaire aurait, elle, pu être résolue autrement si l'on avait eu accès aux technologies modernes de l'ADN, aux tests génétiques, et à une approche plus rigoureuse des preuves scientifiques. La réalité est que, bien que la science ait pu résoudre le mystère, elle n'a pas pu effacer les erreurs du passé. Cela soulève une question plus large sur la manière dont nous traitons les affaires de justice et les erreurs judiciaires aujourd'hui. L'affaire de Bobby Dunbar nous enseigne l'importance de la rigueur, de la vérification des faits et de la lenteur nécessaire pour rendre une décision judiciaire juste. Trop souvent, nous sommes pressés par les médias, par l'opinion publique, et même par notre propre désir d'avoir des réponses rapides, mais parfois. Une réponse précipitée peut avoir des conséquences dévastatrices. La science, bien qu'instrumentalement utile dans cette affaire, n'a pas résolu les maux humains sous-jacents. La douleur d'avoir cru en quelque chose qui s'est révélé faux, le chagrin d'avoir perdu un fils. L'impossibilité de faire le deuil d'une illusion. L'histoire de Bobby Dunbar est également une réflexion sur le rôle de la mémoire et des récits collectifs dans notre société. La famille Dunbar, tout comme la communauté locale, s'est accrochée à un récit qui, bien qu'il soit basé sur des erreurs, était celui auquel ils s'accrochaient pour se donner de l'espoir. Lorsque ce récit s'effondre, tout ce qui a été construit autour de lui se disloque également. Les communautés, les familles, et même les sociétés entières construisent souvent des mythes et des légendes pour survivre aux difficultés. Dans cette histoire, si mythe s'effondre, laissant derrière lui une désillusion collective. La mémoire des événements ne peut être facilement effacée, mais peut-elle être réécrite une fois que la vérité a émergé. En fin de compte, l'histoire de Bobby Dunbar soulève une question fondamentale.
Questo qui definit un individu, una famiglia. Un'identità. Est-ce un nom? Un cours, un passé. Ou est-ce quelque chose de plus intangible, faconné par les liens d'amour, de mémoire et de vécu? L'identité de Bobby Dunbar. Celle de l'enfant perdu et retrouvé, mais aussi celle du garçon qui a été élevé comme lui. Reste un terrain d'interrogation. Peut-on vraiment comprendre la souffrance? L'amour est la vérité d'une famille sans prendre en compte toutes les dimensions de l'histoire, y compris celles qui ne se voient pas. Cette histoire nous rappelle que la vérité n'est pas toujours une question de faits, mais aussi de vécu, d'émotions, et de manière dont les individus et les sociétés réagissent aux défis et aux épreuves. Ce n'est qu'en reconnaissant les complexités de l'identité et du processus judiciaire que l'on peut vraiment comprendre l'ampleur de l'histoire de Bobby Dunbar. Et même si les réponses ne peuvent pas effacer le passé, elles peuvent nous aider à apprendre et à ne pas répéter les erreurs du passé. L'affaire de Bobby Dunbar. Une histoire d'enlèvement, de justice, d'identité et de tragédie. Est loin d'être simplement une série d'événements reliés entre eux par un test ADN. Si cette affaire a bien été résolue par des moyens scientifiques modernes, elle a laissé une empreinte beaucoup plus profonde que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord, derrière les faits. Il y a des vies humaines, des sentiments complexes et des questions qui vont bien au-delà des résultats de la science. L'histoire de Bobby Dunbar nous pousse à réfléchir sur la manière dont les erreurs humaines, les atteintes sociales et les imperfections des systèmes judiciaires peuvent affecter des vies, des familles et des générations entières. L'histoire de Bobby Dunbar, telle qu'elle est connue aujourd'hui, commence par un enlèvement en 1912. 6 jeunes garçons, qui n'avaient que 4 ans, disparut un jour près du lac Swayze, en Louisiane. Pendant des mois, les recherches pour les retrouver occupèrent une place importante dans les médias. Et la communauté locale s'unissait dans une quête désespérée pour ramener l'enfant disparu à sa famille. Puis, après 8 mois de recherche, un homme nommé William Walters fut arrêté et accusé d'avoir enlevé Bobby. Lorsqu'un garçon fut retrouvé, la famille Dunbar le reconnut immédiatement comme étant leur enfant. Mais une vérité inconfortable et bien plus complexe allait bientôt éclater au grand jour. 6 garçons, bien qu'il ait été élevé comme Bobby Dunbar, n'était en réalité pas l'enfant qu'ils avaient perdu. Les Dunbar se retrouvèrent alors pris dans une situation où, après avoir cru que leurs fils avaient été retrouvés, ils se rendirent compte qu'ils avaient élevé un enfant qui n'était pas celui qu'ils avaient perdu. Les autorités et les médias s'empressèrent de conclure que l'enfant retrouvé était bel et bien Bobby. Et la famille accepta cette vérité en l'absence d'autres preuves tangibles. L'enquête fut donc clôturée trop rapidement. Trop précipitamment, mais les années passeront. Et les questions demeurent. Si garçon était vraiment Bobby? Et si qu'il n'était pas lui, qui était cet autre garçon? Élève comme Bobby Dunbar, que s'était-il passé pour que les autorités se trompaient de manière aussi tragique? En 2004, un test ADN mit un fin au mystère. Le garçon retrouvé, qu'on croyait être Bobby Dunbar, n'était pas le véritable Bobby. Le test révéla que ce garçon était un autre enfant. Un inconnu, qui, à un moment donné de l'histoire, avait été pris à la place de Bobby. La famille Dunbar fut confrontée à une vérité qui bouleversa tout ce qu'ils avaient cru. Ils avaient vécu dans l'illusion pendant plus de 90 ans. Si qu'ils avaient pris pour un miracle, un retour tant attendu. Et c'était finalement avéré être une tragédie bien plus grande que la disparition elle-même. Mais comment cette erreur a-t-elle pu se produire? Pourquoi la vérité a-t-elle mis si longtemps à émerger? Pourquoi cette fausse identité avait-elle été acceptée si rapidement? Il est important de comprendre que, même si le test ADN a confirmé que le garçon retrouvé n'était pas Bobby, ce ne fut pas la fin de la douleur pour la famille Dunbar. Les Dunbar avaient élevé cet enfant comme leurs propres fils.
Ils la vaillent aimer, protéger et nourrir de toutes ce qu'ils avaient à offrir. Même après la confirmation de l'erreur. Que l'amour ne disparaisse pas. On ne peut pas simplement effacer les années passées ensemble sous prétexte que l'identité de l'enfant s'avère fausse. La souffrance de Dunbar n'a pas été réparée par une simple vérité biologique. La vérité, bien que scientifique et incontestable, a ouvert une nouvelle plaie qui a ravivé la douleur d'une perte qu'elles n'avaient jamais vraiment surmontée. L'espérance de Bobby Dunbar, au-delà de la douleur de la révélation. On dut faire face à la culpabilité qui accompagnait cette erreur. S'étant-ils trop précipités, acceptent l'enfant retrouve comme leur propre fils. Et n'avaient-ils parlé trop rapidement, avant d'avoir les preuves nécessaires? Le système judiciaire de l'époque n'était pas équipé pour effectuer des tests ADN, et les enquêteurs n'avaient que peu d'outils à leur disposition pour confirmer l'identité de l'enfant avec certitude. Le verdict était donc fondé sur des preuves circonstancielles, comme le témoignage des témoins. C'est une volonté sociale et judiciaire de clore l'affaire rapidement. Cette précipitation aboutit à une conclusion erronée, qui s'est révélée dévastatrice à long terme. Mais il n'y avait pas que les Dunbar qui étaient affectés. L'histoire de Bobby Dunbar est également celle de l'enfant retrouvé, 6 garçons. Élevé sous un autre nom, ne savait rien de son passé véritable. Il grandit, aimant et respectant ses parents adoptifs, croyant qu'ils étaient ses véritables parents. Il n'était ni complice ni acteur du drame qui s'était joué autour de lui. Il était simplement un enfant pris dans un tourbillon d'événements qui échappaient à sa compréhension. 6 garçons, dont l'identité avait été volée, portait en lui la douleur de n'avoir jamais eu la chance de connaître la vérité sur ses origines. À l'instant où la vérité éclata, il dut non seulement se reconstruire, mais aussi redéfinir son existence. Comment un homme peut-il se réapproprier une identité qu'il n'a jamais eue? Comment peut-il guérir le fait d'avoir vécu sa vie sous un autre nom, d'avoir porté un fardeau qui n'était pas le sien? Dans cette histoire, il est aussi crucial de noter la lente évolution des perceptions sociétales en matière d'enlèvements et de disparitions. Au début du XXe siècle, les méthodes de recherche étaient largement limitées. Le concept de test ADN n'existait pas, et la recherche d'identité reposait essentiellement sur des témoignages et des impressions personnelles. Dans le contexte d'un monde où les preuves matérielles et scientifiques faisaient encore défaut, les autorités avaient agi de manière précipitée. Avec les moyens dont elles disposaient, cependant, l'affaire Bobby Dunbar démontrait que, même dans un environnement juridique limité, l'importance de la recherche de la vérité ne doit pas être sous-estimée. Les erreurs judiciaires, bien que humaines, pouvant avoir des conséquences tragiques. L'affaire a également mis en lumière les dynamiques complexes de la mémoire collective et de l'influence sociale. La communauté de Saint Landry, qui avait d'abord célébré le retour de Bobby Dunbar comme une victoire, se trouve elle aussi plongée dans l'incertitude et le doute lorsque la vérité éclata. Le besoin d'une clôture rapide, d'une fin heureuse, avait nourri l'acceptation de ce qui n'était pas la vérité. Les médias, les autorités, et même les voisins s'étaient tous accrochés à cette version confortable de l'histoire. Mais, après la révélation, ces mêmes personnes durant se confrontèrent à une autre réalité. Le processus de deuil collectif, d'acceptation de l'erreur et de réconciliation avec le passé devint inévitable dans l'ensemble. L'histoire de Bobby Dunbar est un exemple frappant de la manière dont la quête de vérité et de justice peut se compliquer et s'entrelacer avec des facteurs humains tels que l'espoir, l'émotion et la pression sociale. Ce n'est pas une simple histoire de disparition et de retrouvailles, mais une réflexion sur l'identité, la mémoire et la vérité si la science a permis de rétablir une certaine justice en 2004. Il est clair que les blessures émotionnelles, sociales et psychologiques laissées par cette affaire ne se dissipent pas aussi facilement. La vérité, bien que libératrice,
peut aussi être dévastatrice, la douleur d'une famille qui a cru retrouver son enfant. La souffrance d'un garçon dont l'existence a été définie par un mensonge. Et les conséquences d'un système judiciaire qui n'a pas su saisir toute la complexité de l'affaire sont des aspects qui ne peuvent être résolus uniquement par des tests ADN. L'histoire de Bobby Dunbar nous rappelle que derrière chaque erreur judiciaire, derrière chaque mystère résolu, il y a des vies humaines. Des émotions et des récits personnels qui échappent à la science et parfois la vérité, aussi difficile soit-elle, est plus complexe et plus douloureuse que tout ce que nous aurions pu imaginer.